Hello there. Hey, bonjour à tous, c'est Mers. Bienvenue à ce premier cours de la session d'hiver 2021. Pour ce cours de développement web, la première partie sera une partie théorique. Si vous regardez dans votre plan de cours, vous allez voir la partie vocabulaire. C'est ce que je vais faire avec vous autres pour cette première petite partie de cours en ligne. Ce sera un cours très théorique. Par contre, si vous vous endormez sur le cours, je tiens à vous dire que la matière sera quand même présente à l'examen numéro 1. Donc, ce n'est pas un cours technique, c'est un cours plutôt théorique. Je compare ça souvent à un cours de philo, donc philosophie pour les nuls. Vous allez voir, je vais faire beaucoup de blabla. Heureusement que c'est en ligne, donc s'il y a des bouts de matière que vous connaissez, vous allez pouvoir avancer. Sinon, vous allez pouvoir reculer pour écouter des petits bouts. Puis, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Il y a une petite partie historique. Tranquillement, pas vite, on va vers des vieilles notions qui se rapprochent des notions plus récentes de nos jours, puis on va essayer de comprendre pourquoi on en est rendu là. Puis c'est pour ça que j'appelle ça un cours de philo, parce que vers la fin, on va être devant un dilemme un peu philosophique à propos de l'informatique. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. On y va, on se lance pour la partie théorique. Donc, si vous regardez dans les notes de cours qui sont disponibles sur Léa, donc vous allez chercher, par exemple, notes de cours pour la semaine numéro 1. Vous allez voir, c'est un document Word. Donc, pendant la session, vous allez avoir plus de documents Word que de PowerPoint. Donc, dans le document Word, vous allez tout simplement voir les notes de cours, la théorie que je vous ai expliquée un peu philosophique, un peu historique pour la première semaine. Donc, vous avez les notes de cours là-dedans. Puis, pour vous faciliter la tâche, vous allez voir que dans le document, souvent, les choses qui sont importantes, genre de trucs que je pourrais revenir là-dessus à l'examen, pour vous, j'ai fait un peu le travail des mettre en jaune. Ainsi ai-je parlé. Donc, vous allez voir que dans les notes de cours, les parties qui sont en jaune, c'est les parties sur lesquelles je vais insister. Il y a beaucoup de textes dans les notes de cours. Donc, ce que je vais faire souvent, je vais faire un résumé des petits textes qui sont là. Je ne vais pas les lire complètement avec vous autres. Ça sera un petit peu tannant. Déjà que le cours est un petit peu ennuyant par bout. Donc, ce que je vais faire, un petit résumé, puis je vais essayer de vous expliquer en mes propres mots. Je vais essayer de vulgariser au possible les éléments de matière qui sont là. On y va, on se lance, on commence. Bon, l'introduction, comme vous avez vu dans les notes de cours, c'est l'architecture de l'informatique, le vocabulaire, les modèles client-serveur, NTR et conception MVC. Donc, on commence par le plus vieux, on s'en va vers le plus récent jusqu'à aujourd'hui à peu près. Donc, si on commence, j'ai pris des textes que j'ai trouvés sur Internet. C'est très rare que je vais trouver des textes puis je vais mettre ça dans mes notes de cours. Mais étant donné que c'est une partie très théorique, vous allez voir qu'il y a des textes que je trouvais plus ou moins intéressants. Il y en a d'autres que je trouvais intéressants, donc j'ai pris ces extraits de textes-là pour voir un petit peu la matière du premier cours. Ce qui est important, c'est les mots qu'on va utiliser, de les comprendre. Je pourrais poser des questions là-dessus. Donc, on y va, on se lance. On va commencer par parler de l'architecture. Donc, on va ici, dans le texte que vous voyez ici à l'écran, on va vous présenter l'architecture 3 tiers. Donc, on va commencer après ça, on va commencer par l'historique pour aller vers une architecture à N niveau. Quand on parle de 3 tiers ici, il faut faire attention, c'est une traduction de l'anglais. Donc, ce n'est pas 3, c'est pas 1 sur 3. 1/3. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire N tiers, ça veut dire une architecture à 3 niveaux. Donc, si on regarde, très important de ne pas mélanger le mot tiers qui vient de l'anglais avec le mot tiers qui est en français. Donc, ce n'est pas une architecture 1/3, c'est une architecture à 1 sur 3 niveaux. Donc, on va voir qu'il existe des architectures à 2 niveaux, à 3 niveaux et à plusieurs niveaux. Perfect. Donc, quand on parle d'architecture en informatique, on va parler de niveau logique. Donc, le nombre de niveaux qu'il va y avoir dans l'architecture qu'on va construire. Dans le cas du cours, on va arriver à une architecture à plusieurs niveaux. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça peut donner. On dit qu'avec la multiplication et le développement des réseaux nationaux et planétaires, on a profondément modifié les méthodes de programmation. Donc, dans les dernières années, les architectures 3 tiers et N tiers, on pourrait dire, sont la solution pour développer des applications permettant une grande flexibilité. Donc, je l'ai mis en jaune ici. Donc, dans les relations dans l'entreprise entre les clients et les fournisseurs. Donc, on va faire un petit peu l'historique pour essayer de comprendre pourquoi on est arrivé à une architecture N tiers. Donc, souvent, on va aller vers 3 niveaux pour ce qui est de l'architecture des systèmes informatiques qu'on va faire de nos jours. Donc, pour mettre ça en œuvre, on parle ici, dans mon petit historique, du début du client-serveur. Donc, dans les années 80,
j'ai connu un peu cette architecture-là. C'est des applications qui sont exclusivement propriétaires. Ça veut dire qu'on installait des logiciels sur les machines. Donc, la machine était propriétaire du petit logiciel. Donc, on le faisait fonctionner sur une infrastructure. Donc, on parle là-dedans souvent d'une station de travail n'est utilisée que pour une application. Souvent, je me souviens des premières années, on changeait de laboratoire. Dans un laboratoire, il y avait un type de machine avec des applications dessus, ou une application. Puis quand on voulait faire une autre application, au lieu d'utiliser la même machine, on allait dans un autre laboratoire où il y avait un autre type de machine pour une autre application. Donc, on n'installait pas plusieurs applications par ordinateur. Souvent, on installait une application qui avait un besoin particulier sur une machine. Donc, on parle de la multiplication des stations. Ça faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de machines selon les besoins pour chacun des utilisateurs. Donc, on pouvait passer d'une machine pour faire le système de paye, puis aller sur une autre machine pour se connecter en réseau, ou bien avoir, par exemple, un mainframe pour une machine, etc. Donc, on parle à ce moment-là des protocoles de réseau qui étaient reliés seulement à un système informatique. On parle de SNA pour IBM, par exemple. IBM avait son propre système de communication. Chacune des machines avait son propre système de communication à ce moment-là. Donc, on dit cette multiplication d'applications entraîne donc une multiplication de terminaux. Donc, dans les années 80, 90 même, souvent, on voyait un paquet d'ordinateurs, puis les utilisateurs devaient aller d'une machine à l'autre pour utiliser certaines applications. Donc, évidemment, il est arrivé un petit peu plus tard. Au fur et à mesure, le protocole IP s'impose. Donc, le protocole IP qui permet de connecter plusieurs types de machines ensemble pour remplacer les différents protocoles des constructeurs. Viens, R2, il faut absolument aller le dire aux autres. Donc, au lieu d'avoir un constructeur, un protocole, ben, il est arrivé le protocole IP qui permet aujourd'hui de faire de l'Internet. Donc, ça faisait en sorte que on pouvait utiliser une machine pour utiliser plusieurs applications. Perfect. Grand changement à cette époque-là. L'architecture principale, c'était l'architecture à deux niveaux. On appelle ça souvent l'architecture client-serveur. Donc, on séparait les types d'applications en deux types. Donc, il y avait les applications qui étaient orientées client, donc beaucoup de code qui était enregistré sur le poste du client. Quand on parle de client ici, on parle de la personne qui va utiliser, par exemple, un logiciel. Une personne qui travaille dans une entreprise, un ordinateur sur son poste, puis il va utiliser l'ordinateur qui est devant lui. Si c'est orienté client, ça veut dire que la plupart du code, la programmation est enregistrée sur le poste du client. Il y a aussi les orientés serveurs. Orienté serveur, ça veut dire tout simplement qu'on va mettre le code, la logique derrière le code, va être plus sur le serveur. Donc, un serveur qui est à distance la plupart du temps, dans un autre local, qui est connecté via une architecture réseau, va faire en sorte que la plupart du code qui va être traité par le serveur. Perfect. Donc, dans les applications orientées client, la plupart des traitements sont effectués sur le poste du client, qui possède une interface homme-machine dite lourde. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de code sur le poste du client. Donc, ça prend un ordinateur qui est quand même assez performant avec de la mémoire vive, qui est capable de faire fonctionner l'interface. Donc, c'est-à-dire les fenêtres qui s'ouvrent, l'interface. Dans les années 80, souvent, c'était du DOS. Ben, il y avait souvent du DOS qui était derrière, puis il y avait une interface homme-machine qu'on dit lourde parce qu'il y avait beaucoup de traitements qui étaient faits sur le client. Dans celle orientée serveur, ben, c'est le serveur qui effectue les traitements. Donc, le client, lui, possède une interface IHM, une interface homme-machine légère. Ça veut dire que le client, lui, a un petit logiciel qui fait juste recevoir les résultats du serveur et les affiches pour le client. Nom de Zeus! Donc, vous voyez la différence entre les deux. Orienté client, le traitement se fait sur le poste du client. Orienté serveur, le traitement se fait sur le poste du serveur qui lui envoie les résultats au client qui lui s'occupe tout simplement de l'afficher. C'est pour ça qu'on dit que l'interface homme-machine est légère parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas de traitement, pas besoin d'une machine super puissante. Tout ce qu'il y a à faire, c'est afficher les résultats. Perfect. Donc, on dit dans cette époque-là, ben, j'ai mis ça en jaune ici, c'est qu'il y a de nombreuses transactions qui sont faites entre le serveur et le client. Enfin, les performances réseau ne sont pas très élevées à cette époque-là. Ce n'était pas comme aujourd'hui, avec de la fibre optique puis du 5G ou des choses comme ça. Donc, il y a de nombreuses requêtes qui doivent transiter par le réseau. Donc, souvent, ça crée des moments d'attente.
Il faut attendre après le serveur. Si c'est orienté serveur, si c'est orienté client, ça prend une machine plus puissante pour effectuer le traitement. Donc, on a un beau petit graphique ici qui nous permet de représenter l'architecture client-serveur. On a tout simplement un client qui est ici, qui envoie des requêtes à un serveur, qui normalement n'est pas à côté du poste du client, qui peut être à un autre endroit physiquement. Puis lui, il va traiter les informations. Souvent, il va faire affaire avec une base de données. Il va renvoyer la réponse au client, qui lui va l'accepter. C'est pour ça qu'on compare souvent ça. Par exemple, si vous allez manger dans un restaurant, vous avez client-serveur. Vous avez le client qui demande au serveur des choses, par exemple la nourriture. Le serveur, lui, va à la cuisine, va demander au chef de faire la nourriture. Puis, quand c'est terminé, le serveur va ramener la nourriture au client qui est assis à sa table. Donc, c'est un petit peu la même chose en informatique. C'est que le poste du client, lui, va demander des informations au serveur, qui est un ordinateur dans ce cas-là. Le serveur, lui, va peut-être faire des transactions, écrire ou lire dans une base de données, puis renvoyer le résultat à un client. Donc, c'est l'architecture client-serveur comme on a vu jusqu'à maintenant. Comme vous voyez dans un petit graphique que j'ai été chercher sur Internet pour simplifier le plus la chose possible, vous avez un poste de client qui envoie une requête à un serveur. Le serveur, lui, va tout simplement traiter la requête, puis va envoyer la réponse au client. Donc, tout ça se fait de façon assez simple. Donc, client, requête, réponse au client. Donc, le serveur va faire le traitement. Donc, c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Si on revient aux notes de cours, on va parler par la suite d'une architecture 3 tiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller à une architecture, quand on dit 3 tiers, la plupart des architectures vont être à 3 niveaux, mais il peut y avoir plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'on va parler d'une architecture à N niveaux, parce qu'on ne peut pas déjà prédéterminer s'il va y avoir 3 niveaux. Il peut y avoir plus de niveaux que 3. Donc, dans une telle architecture, on a séparé les parties d'applicative ou le traitement de l'interface homme-machine puis des données. Donc, on obtient donc les 3 couches suivantes. La couche présentation, donc c'est ce qui va être chez le client. La couche application, donc c'est ce qui va être, par exemple, sur le serveur. Puis la couche données ou métier, qui va être, par exemple, les bases de données ou les choses qu'on va utiliser pour faire les transactions. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qu'on va faire dans le cadre de notre cours à nous autres. Je vous ai dit que c'est un cours qui s'en allait vers la philosophie. Là, on est encore un peu dans l'historique. On essaie de comprendre comment le développement va se faire. Donc, le petit graphique, pour voir la différence avec, par exemple, un client-serveur qui existait à l'époque. Donc, on a un client ici qui fait une requête à un serveur d'application. Donc, le niveau 2, le premier niveau, c'est le client. Le deuxième niveau, c'est le serveur d'application. Donc, souvent, nous autres, à notre époque, ça va être des serveurs virtuels qui vont recevoir, par exemple, une requête. Exemple Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche? Mais non, personne ne les comprend, les mots qui sortent de ta bouche, mon pote. Navigateur web qui va recevoir une requête. Après ça, lui, il va aller au niveau 3. Il va avoir un serveur qui va s'occuper des bases de données. Donc, ça peut être physiquement 2 machines différentes. Dans notre cas, quand on va le faire en local, on va le faire sur la même machine, mais il faut penser que théoriquement, dans une architecture de serveur, ça pourrait être un 3e serveur qui fait juste s'occuper des données. All right. Donc, il va juste s'occuper des données. Il va faire des requêtes aux bases de données. Après ça, quand il va avoir les résultats, il va renvoyer le résultat au serveur d'application. Le serveur d'application, lui, va formuler une interface qui va être capable d'être lue par un navigateur web. Il va envoyer le résultat au client. Donc, c'est un peu comme le client-serveur qu'on a vu tout à l'heure, mais il peut avoir un peu moins de requêtes. Okay, donc, il y a plusieurs niveaux. Ça fait en sorte d'avoir une certaine sécurité pour ce qui est des niveaux. Donc, il peut y avoir plusieurs serveurs. Dans ce cas-là, on parle de physiquement, si vous êtes plus visuel, si vous êtes moins théorique, on imagine, si mettons vous êtes plus visuel comme moi, là, on imagine facilement qu'il y a une machine qui est le client, qui pourrait être au Japon, qui demande une page web à un serveur, qui pourrait être par exemple en Californie, puis dans une autre ville de Californie, il pourrait avoir le serveur de base de données qui, lui, fait juste les transactions des bases de données. What? Donc, on peut imaginer 3 machines physiques différentes qui font chacun un petit travail, une petite couche de travail. Perfect. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une architecture N tiers, c'est-à-dire à 3 niveaux dans ce cas-là. Donc, on va séparer chacune des 3 couches dans un rôle spécifique.
Donc, la première couche, on parle d'une couche de présentation. C'est chargé du traitement de l'interaction avec l'utilisateur. Bon, exemple, un utilisateur est dans Firefox, il va remplir un formulaire. C'est un rôle d'affichage et d'interaction. Il peut avoir du code à cet endroit-là, exemple du JavaScript, qui va permettre de faire une validation de ce qui est rentré à l'écran. Donc, première couche, c'est la couche de présentation. C'est ce qu'on voit dans l'ordinateur. Par exemple, on parle du web en 2021. La plupart des applications sont web maintenant. Donc, ça va être souvent un navigateur qui va faire ce travail-là. Ensuite de ça, vous avez la couche application qui effectue des traitements applicatifs. Bon, c'est très théorique, c'est un gros blabla. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça effectue, en plus du tampon entre la présentation et les données, ça effectue aussi des règles de gestion de l'application. Donc, la logique, avec un if, avec un while, avec vérifier si, par exemple, c'est un administrateur, on le laisse voir ça. Si tu remplis un panier, on te laisse mettre les éléments dans le panier, des choses comme ça. La partie logique, c'est la partie qui est la couche application. La couche application, dans notre cas, dans notre cours, ça va être un serveur web qui, dans la première partie du cours, on va faire un peu de PHP. Donc, ça va ressembler un petit peu à ça. La couche application, ça va être la logique qui est derrière ça. Ça va être le PHP. Ensuite de ça, la troisième couche, le troisième niveau, ça va être la partie données. On parle de données pérennes. C'est un peu un terme français qu'on utilise moins ici au Québec, de l'entreprise ou de l'application. Donc, c'est rien de plus que les bases de données. On va avoir un serveur de base de données qui va s'occuper de gérer les bases de données. Dans notre cas, nous autres, dans le cadre du cours, ça va être un serveur MySQL. OK, ça pourrait être un serveur Windows, par exemple, un serveur Microsoft, je veux dire, qui serait du SQL Server. Ça pourrait être, dans le monde du libre, d'autres types de serveurs qui existent. Dans le cadre de notre cours, on va voir MySQL qui vont interagir avec la couche application qui est PHP. Perfect. Donc, on a séparé en trois couches, simplifier les procédures d'installation de logiciels, puis on partage l'information entre les applications et la réutilisation de composantes. Donc, on peut séparer ça comme ça, on peut faire un peu d'orienté objet, puis pas répéter le code à l'infini non plus. Vers l'infini et plus loin encore. Donc, on parle d'architecture 3 tiers. Donc, on l'a séparé en trois couches différentes. Ces composantes peuvent être situées sur un ou plusieurs serveurs physiques. Ceux qui sont visuels, imaginez-vous que ce serait 3 serveurs, 3 ordinateurs. Là-dedans, il y aurait le Firefox qui serait sur un client. Ça pourrait être un téléphone cellulaire, ça pourrait être une tablette, ça pourrait être un ordinateur aussi. Tandis que le PHP serait sur un serveur web. Le MySQL, il serait sur un serveur de base de données. Donc, ça permettrait de faire les 3 couches qu'on voit là. Donc, ceux qui veulent visualiser, vous pouvez imaginer 3 ordinateurs, dont 2 serveurs qui seraient à l'extérieur là-dedans. On parle aussi, chacune de ces petites composantes effectue une petite tâche, et c'est pourquoi on peut séparer cette partie intermédiaire en N parties, d'où le terme architecture entière. Donc, on y va avec le petit logo ici, le petit visuel qui nous permet de voir une architecture entière. Premier niveau, client. Deuxième niveau, un serveur pour la logique. Troisième niveau, un serveur pour la base de données. Puis on pourrait avoir un quatrième niveau, par exemple, pour un autre serveur. Par exemple, j'ai déjà vu souvent des bases de données Microsoft SQL Server qui roulaient sur 2 ordinateurs différents pour que ça soit plus rapide et que ça soit plus efficace. Il suggère fortement de mettre une partie du SQL Server sur une machine, puis la partie donnée sur une autre machine. Fait que là, on est rendu à 4 niveaux. Perfect. Donc, c'est à vous autres de voir. On peut aller jusqu'à une infinité de niveaux selon ce qu'on a de besoin. Il y a un petit tableau ici qui nous permet de comparer une architecture 2 tiers, c'est-à-dire probablement client-serveur, une architecture 3 tiers, qui est probablement une architecture plus moderne, comme on va faire aujourd'hui. On dit 2 tiers, c'est complexe parce qu'il faut installer physiquement souvent des trucs sur les ordinateurs, puis ça demande des licences sur les postes clients, etc. Tandis qu'une architecture 3 tiers, ça nous prend seulement un navigateur qui se connecte à un serveur, puis on n'a pas besoin d'installer d'autres choses. Vous mettez à jour votre navigateur, puis c'est correct. Je vais passer rapidement là-dessus. La sécurité, c'est un peu faible dans le 2 tiers, c'est plus élevé dans le 3 tiers parce qu'on est capable de mettre à jour puis mettre en endroit sécuritaire nos serveurs et les sécuriser à l'aide de firewall et puis de logiciels qui vont faire en sorte que ce qui rentre et ce qui sort va être filtré. Donc, on parle d'encapsulation des données. Mais avec l'orienté objet, c'est sûr que c'est plus efficace de nos jours.
Les performances, ben, c'était un peu plus faible dans le temps à cause des connexions réseau. Aujourd'hui, étant donné que les connexions réseau sont plus rapides, ça le fait apparaître le 3/3 facilement parce qu'on peut faire des demandes au serveur puis avoir un retour assez rapidement. Bon, extensibilité, comme je vous parlais avec l'orienté objet, c'est plus facile de programmer sur le serveur ce qu'on veut avoir puis le client reçoit tout ce qu'il a de besoin. Réutilisation, bien faible et excellente, c'est sûr. Fait que vous avez d'autres éléments ici de comparaison entre les deux. Si ce n'est pas en jaune, je ne reviendrai pas là-dessus à l'examen, mais si ça vous tente de voir, peut-être de challenger ce qui est écrit là-dedans, vous pouvez peut-être descendre et regarder un petit peu c'est quoi la différence. Vous avez quelques définitions, évidemment, un cours de vocabulaire comme on fait aujourd'hui. Je vous l'ai dit, ce sera un cours très théorique, un peu de blabla, là. Donc, il y a des définitions là-dedans. Je ne vous demande pas de les apprendre par cœur. Par contre, je vous demande des savoirs dans votre tête. Client-serveur, 2 niveaux. Un client qui fait une requête à un serveur qui lui renvoie la réponse. Dans vos propres mots, ça va être parfait comme définition. Mais vous avez quelques définitions aussi que j'ai extraites de certains sites web sur Internet. Architecture multitiers, on va jusqu'à 5 niveaux ici. On vous explique c'est quoi un tiers, c'est un niveau. Une architecture 3/3, ben c'est 3 niveaux. 4 tiers, c'est 4 niveaux. 5 tiers, 5 niveaux. C'est ce qu'il faut retenir un petit peu. Donc, une architecture 3/3. On va y aller pour la norme J2E. La norme J2E, j'ai pris ça un petit peu dans le cours à Yvan, mon collègue au département, parce que lui faisait du Java à l'origine. Puis dans le cours de Java, ben, il y avait un standard qu'on utilise aujourd'hui pour faire du web, qui est le standard Java to Enterprise Edition. Pour ça, on parle de J2E. La norme J2E recommande les différentes couches qui doivent constituer un serveur d'application. Donc, les couches qu'on a parlé plus haut, 2 couches client-serveur, 3 couches pour, par exemple, 3 niveaux. Là, eux autres, ils recommandent comment on devrait fabriquer dans les années 2020, par exemple, une architecture informatique qui va utiliser, par exemple, de la programmation. On parle ici d'un client, au niveau du client, des postes légers basés sur un navigateur. Donc, dans ces années-ci, c'est rare qu'on va aller installer un logiciel directement sur l'ordinateur, par exemple, pour avoir accès aux bases de données. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un navigateur. Mettons, si vous êtes sur Apple, vous allez avoir un Safari, vous allez avoir, par exemple, un Firefox, un Google Chrome, etc., si vous êtes sur un ordinateur PC. Donc, on va parler d'un client léger. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'installations, juste à maintenir à jour votre navigateur, vous allez avoir l'interface qui vient avec. Donc, ça, on parle du client, une interface plutôt avec un navigateur. Pour ce qui est des données, on va parler d'un serveur web. Donc, la couche serveur de données contient des bases de données offrant une évolutivité suffisante pour répondre aux immenses besoins des applications Internet en matière de stockage, manipulation, extraction et d'analyse de données. Donc, si vous allez sur un site qui fait des transactions en ligne, ben, vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur super puissant. Mais par contre, le serveur, lui, va devoir faire le travail de répondre à vos demandes en tant que, par exemple, faire des achats en ligne, la partie sécurité, etc., etc. Donc, ça, c'est le serveur web qui va faire ce travail-là. Perfect. Vous avez serveur de présentation et d'application. La partie présentation, au niveau de serveur, ça va être surtout situé avec des requêtes HTTP. Donc, ça va être un serveur web qui va renvoyer au client du HTML la plupart du temps. Donc, je me suis mis des petits commentaires ici dans des carrés. Donc, la partie présentation, imaginez, si vous êtes plus technique ou plus visuel, ça va être le HTML. La partie application, ben, ça va être la partie logique, où on va faire de la logique avec des if, des for, des while, etc. On va décider qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on envoie au client. Ça, dans le cadre de notre cours, ça va être le serveur d'application, ça va être la partie back-end, qui va être le PHP. Donc, si vous êtes visuel, imaginez, l'HTML, c'est la partie présentation. Le PHP, c'est la partie application. Run. Donc, on va y aller avec des petits textes qui vont nous expliquer un petit peu comment ça s'est développé et comment c'est arrivé à un modèle N-tiers. Pour la partie suivante, là, on s'en va avec des petits textes que j'ai trouvés sur Internet, que je trouvais quand même intéressants pour voir l'évolution de l'architecture des applications comme ça là, dans les dernières années. Donc, j'ai trouvé des vieux textes. J'en ai pris quelques extraits comme ça pour voir comment les gens pensaient à l'époque. Puis, la partie philosophique du cours que je vous parlais au début, c'est vers quoi on s'en va, vers quoi on est aujourd'hui, puis vers quoi on va aller, effectivement, en informatique. Donc, on parle dans le premier petit texte, premier changement, le client-serveur. Donc, on dit dans le monde de l'informatique, je ne lirai pas tout le texte avec vous autres, là, vous pouvez le lire si jamais ça vous intéresse un peu plus. On s'aperçoit rapidement qu'une architecture à 2 niveaux
ne tient pas la route lorsqu'il s'agit de déployer des applications critiques sur des centaines ou des milliers de postes clients. Donc, ça n'avait pas d'allure. Dans certains ministères ici, dans la région de Québec, il y avait des niveaux complets avec des gens qui travaillaient avec des ordinateurs. Pour les gens qui étaient en informatique, aller déployer des mises à jour, des nouveaux logiciels, ça prenait énormément de temps parce qu'on se limitait, comme c'est écrit dans le texte ici, on se bute de graves limitations de déploiement à grande échelle. Donc, si vous regardez dans les petites images que j'ai ici, imaginez ici que vous avez des centaines, sinon des milliers de postes à mettre à jour. Dans le client-serveur, ce n'était pas évident parce qu'il fallait souvent aller sur chacun de ces ordinateurs-là. La partie architecture n'était pas assez développée. Il fallait vraiment aller installer des mises à jour et des choses sur différents postes. Il n'y avait pas la partie déploiement comme on a aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment complexe. Puis là, ça ne tenait plus la route. Avec l'arrivée du protocole IP, de l'Internet, le fait de mettre un navigateur sur un poste qui ne demande pas beaucoup d'entretien, puis avec un serveur qui, lui, transmet de l'information au navigateur. Donc, ça a vraiment changé les données là-dessus. Donc, si je reviens à mon texte ici, on dit que les postes clients représentent le premier niveau, le serveur, le dernier niveau. Donc, ça rendait ça, les transactions là, à 2 niveaux. C'est un peu plus difficile. Bon, deuxième changement est arrivé l'objet. L'orienté objet a fait en sorte qu'on pouvait programmer de façon plus efficace, faire en sorte que programmer des objets, les réutiliser par la suite. Donc, ça a fait un gros changement au point de vue de l'historique. Quand on arrive au troisième changement, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Internet. Bon, ça a bouleversé les architectures des systèmes. Le fait qu'Internet soit arrivé, on a commencé à faire de la programmation web. Donc, ça a tranquillement, pas vite, pris la place, pas avec des architectures réseau qui étaient de plus en plus efficaces. Bon, on parle ici, là, les liens entre les serveurs web et bases de données étaient au début plus ou moins primitives, mais évidemment, ça s'est amélioré dans le temps. Si je passe un autre bout de texte, réflexion sur l'histoire, vous allez voir, c'est un vieux texte qui date de 2001. Puis je trouve ça drôle de voir qu'à cette époque-là, c'était quoi les discussions. Donc, si on regarde premier petit texte, premier extrait de texte, parce que je n'ai pas mis tout le texte, pourquoi le client-serveur n'a pas dit son dernier mot? Okay? Donc, on se pose la question, est-ce que le client-serveur s'est terminé ou en 2000, on parle de 2001, ou est-ce que ça pourrait continuer? On parle des années 70 et 80, que ce soit sur des terminaux ou sur des PC, avait fait la belle histoire, la belle part des interfaces en mode caractère, saisi au clavier. L'arrivée de la machine plus puissante a aidé les interfaces graphiques basées sur le pixel. Donc, on parle d'interfaces homme-machine plus lourdes avec des machines plus puissantes. Je me suis mis un petit commentaire dans un carré ici, j'ai parlé de JavaScript, point d'interrogation. On a commencé à ce moment-là, dans les années 2000, à faire du JavaScript. Moi, je me souviens, je donnais un cours en première année où on a commencé à faire du JavaScript. Donc, vous avez pu en faire dans vos études, vous autres, en première année aussi. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le JavaScript a commencé à voir le jour à cette époque-là parce qu'on pouvait envoyer plus de données sur le navigateur, puis le navigateur pouvait traiter l'information. Les machines étaient plus puissantes, donc c'était possible de faire ça. Donc, si je regarde dans mes images, là, j'ai mis interface là, basée sur le pixel. Donc, c'est un petit peu ça que ça donnait. C'était juste pour rire un petit peu. Là. Donc, le pixel, à cette époque-là, a pris quand même beaucoup d'importance. On a commencé à faire des interfaces plus visuelles, avec de la couleur, des fonds d'écran, etc., etc. Donc, ça pouvait commencer à être intéressant à cette époque-là. Donc, je reviens au texte. On dit dans un texte suivant, le client-serveur effacé par le web. Oups! À peine le temps de le dire, ouf! Et voici que le client-serveur est remis en question par l'arrivée d'un nouvel arrivant, c'est-à-dire le web. Donc, le fait que le web arrive, le client-serveur a perdu vraiment là, de son importance dans le domaine de l'informatique. Un autre texte aussi, c'était comme la suite du débat, c'était comme un débat dans ces années-là. Faut-il tourner définitivement la page au client-serveur? Donc, on se posait la question, ouais, avec le web, puis l'orienté objet, etc., est-ce qu'il faut abandonner le client-serveur? Fait que première question, la première des réflexions qui me vient à l'esprit est pourquoi vouloir absolument tendre vers des clients légers? Point d'interrogation. Donc, il y a eu comme une pensée à cette époque-là, c'était de prendre des clients, leur mettre beaucoup de mémoire vive, mais pas des ordinateurs nécessairement puissants. OK? Puis à ce moment-là,
on pouvait communiquer avec un serveur qui, lui, allait faire le travail pour nous autres. Je me souviens qu'à l'UQAR, il y a quelques années, j'ai des étudiants qui ont fait un stage là-bas. Puis à l'UQAR, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, mais c'était des vieux ordinateurs, des vieux Pentium 2 qui avaient récupéré, qui mettaient dans des laboratoires comme ça. Puis ils augmentaient beaucoup la mémoire vive de des vieux ordinateurs-là. Par contre, par exemple, si vous faisiez du traitement de texte ou quelque chose dans ce style-là, ben, le logiciel qui roulait pour faire du traitement de texte était sur un serveur dans un autre local. C'est un ordinateur qui était plus puissant, qui faisait le traitement, la logique, tout ça. Il envoyait le résultat sur un client qui était léger. Donc, mettons, le Microsoft Word, par exemple, est installé sur un serveur et le client, lui, c'est un vieux ordinateur avec beaucoup de mémoire vive qui faisait juste afficher le résultat. Donc, quand tu tapais du texte, ça s'est envoyé au serveur qui, lui, l'enregistrait dans un fichier puis te retournait le résultat à l'écran. Donc, ça ressemblait un peu à ça. On a pensé au département à aller vers ces options-là il y a quelques années. Entre profs, on s'astinait un petit peu, c'était quoi l'avenir? Est-ce qu'on va vers des clients plus légers qui font appel à des serveurs plus puissants, qui travaillent pour nous et qui nous envoient le résultat? Donc, ça coûte moins cher faire un laboratoire avec des ordinateurs moins puissants, mais avec plus de mémoire vive. Donc, ça, c'est une philosophie qui existe encore aujourd'hui. On s'entredéchire des fois entre profs pour savoir c'est quoi l'avenir là-dessus. Ensuite de ça, dans des petites entreprises, il y a le personnel informatique qui est souvent réduit. On n'a pas un gros département d'informatique. Donc, on appelle ça une architecture distribuée. Pour faire quoi? Donc, ça prend quelqu'un qui s'occupe des serveurs, qui travaille avec ça. Donc, on se demande si le client-serveur a encore un avenir. Donc, c'est quoi la différence entre une architecture client-serveur entière et une architecture distribuée? Comme on vient de voir, si on distribue les applications sur des serveurs qui vont faire le gros du travail pour nous autres. Donc, dans le petit texte en bas, j'ai mis en jaune, la migration vers un client léger nous serait assez facile et nous l'avons déjà fait. Ça a été déjà la mode. Mais il y a eu peu d'intérêt pour nous de surcharger nos serveurs alors que la plupart des tâches peuvent être traitées sur des postes clients puissants. Je paye sur pause. Même aujourd'hui, en 2021, vous avez des téléphones cellulaires, vous avez des tablettes souvent qui sont plus puissants que ces vieux ordinateurs-là. Donc, la question, c'est, étant donné qu'on a des ordinateurs même qui coûtent un peu moins cher, mais qui sont quand même très puissants, on a des téléphones cellulaires souvent qui sont à quadruple cœur, qui sont encore super puissants. Pourquoi on va surcharger les serveurs? Puis les gens ont des machines entre les mains souvent qui sont encore très performantes, qui peuvent, le temps de processeur peut être utilisé pour faire du traitement. Donc, la partie philosophique que je vous parlais tantôt, c'est on va-tu vers des ordinateurs ou des téléphones cellulaires qui sont de plus en plus performants ou on va vers des serveurs qui vont faire le travail pour nous autres puis qui vont nous envoyer le résultat? Question philosophique. Puis je peux vous dire que depuis des années, les gens d'informatique se déchirent un petit peu là-dessus. Il y en a qui voudraient aller vers des clients légers. Il y en a qui voudraient aller, étant donné que les serveurs sont de plus en plus performants, les connexions entre les serveurs et les clients sont de plus en plus rapides. Pourquoi surcharger les clients? Ou pourquoi surcharger? Donc, vous comprenez le côté philosophique du cours. Je ne sais pas c'est quoi ce que vous en pensez, vous, personnellement. Ça dépend des expériences que vous avez eues. Puis je vous dirais même, dans un département d'informatique, il y a des philosophies qui sont différentes là-dessus. Est-ce qu'on pousse vers des serveurs très puissants qui font le travail pour nous? Est-ce qu'on pousse vers des clients qui sont encore de plus en plus puissants? Notre petit téléphone dans nos mains est capable de faire des choses incroyables, il est très puissant. Pourquoi on ne le fait pas plus travailler? Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de remue-ménage là-dedans qui est un peu philosophique. C'est difficile de prévoir l'avenir. Donc, dans le bas de ma page, j'ai marqué « Parlons 2021 » avec mon beau petit monsieur serveur qui est là, qui amène un plat à un client. Donc, serveur qui amène quelque chose à un client. J'ai fait le parallèle entre les deux. Point d'interrogation, le côté philosophique de cette partie de cours-là. Ce système permet à chaque membre du réseau d'exécuter des programmes directement sur le serveur plutôt que sur son propre poste, baptisé à l'occasion des clients légers. Donc, on en a parlé dans les textes qui dataient d'il y a presque 20 ans, dans les textes qu'on a vus tout à l'heure. OK?
Par contre, aujourd'hui, on a des appareils mobiles, des applications. Sur vos téléphones, souvent, vous allez installer une application. Vous allez installer une deuxième application. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une application mobile est un logiciel applicatif développé pour être installé sur un appareil électronique mobile, tel un assistant personnel, un téléphone portable ou une tablette numérique. Donc, la question du serveur dans sa tête, JavaScript versus PHP. JavaScript, c'est un peu si on vous amène une fondue chinoise à votre table, vous la faites cuire vous autres-mêmes. Donc, ça, c'est un peu du JavaScript parce que ça va s'exécuter chez le client. C'est le client qui va faire le travail. Par contre, du PHP, ça, c'est du côté serveur. C'est, par exemple, votre cuistot qui va faire le travail, qui va faire cuire, mettons, la viande, puis qui va l'amener cuite, toute prête à manger, au client. Donc, la philosophie entre les deux, c'est quoi? Est-ce qu'on fait travailler un peu le client ou on fait travailler beaucoup notre cuistot, qui est notre serveur web? Donc, c'est ça la philosophie qu'il y a derrière les deux. Je regarde en 2021, on a encore des téléphones cellulaires qui sont très puissants. On installe des applications sur notre téléphone cellulaire. Puis les applications, souvent, pour fonctionner, ont besoin d'une connexion Internet pour aller chercher des données sur un serveur. Oh! Les deux cohabitent présentement, je pense, en 2021. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Présentement, on a des appareils qui sont puissants, des ordinateurs qui sont puissants, mais de plus en plus, on a besoin de se connecter à Internet pour aller chercher des données sur un serveur. Ceux qui sont des gamers, ben, ils achètent, par exemple, des PlayStation, des Xbox, des choses comme ça, mais ils ont quand même besoin, pour jouer souvent en ligne, d'une connexion Internet. Donc, ils installent des petits bouts sur leur machine, mais ils ont besoin d'une connexion Internet pour interagir. Donc, les deux sont vrais. Exemple, les applications, pour utiliser le GPS d'un téléphone cellulaire, tu as besoin de quelque chose dans le téléphone qui travaille. Donc, ça ne peut pas se faire juste par un serveur, un GPS sur le téléphone. Donc, je vous pose la question, est-ce qu'on s'en va vers du orienté client, du orienté serveur? Question philosophique. Vous vous souvenez, c'était dans cette pub célèbre. Pour la dernière partie du cours, on va laisser tomber un petit peu la philosophie. On va tranquillement aller vers le plus concret. Ce qu'on va faire, nous autres, dans le cours, c'est qu'on va utiliser, par exemple, un modèle d'architecture qui est très populaire de nos jours. La plupart des logiciels ou des environnements de travail, que je devrais dire, les frameworks en anglais qu'on utilise, vont utiliser un modèle de conception qui est le modèle vue-contrôleur. Donc, le modèle vue-contrôleur, qu'on appelle aussi MVC, pour un modèle de conception. Donc, c'est ce que vous avez à la fin des notes de cours. Donc, c'est un peu ce qu'on va utiliser dans le cadre du cours. La plupart des environnements de travail nous demandent aujourd'hui d'utiliser un modèle vue-contrôleur. On va essayer de comprendre c'est quoi un modèle vue-contrôleur. Puis, je pense que vous allez facilement, dans votre tête, faire le lien avec tout le blabla, la théorie qu'on vient de faire avant là, pour l'architecture informatique. Donc, si on regarde le modèle vue-contrôleur, ou MVC, c'est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques. Ça date de 1978, mais c'est juste plus dans les 10 dernières années que c'est devenu très populaire pour les applications web. Bon, le motif est composé de 3 types de modules ayant 3 responsabilités différentes. C'est là qu'on va commencer à faire le lien avec tout le blabla qu'on vient de faire. Les modèles, les vues et les contrôleurs. Donc, 3, on va imaginer que c'est un peu comme 3 niveaux. Oh, c'est ce qu'on vient de voir dans la théorie. 3 niveaux, 3 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, c'est-à-dire 3 niveaux. Si on regarde, le modèle, c'est quoi? C'est la partie qui gère les données de votre site web. Donc, son rôle, c'est d'aller récupérer les informations brutes dans les bases de données. Donc, pas compliqué, gérer les données, je l'ai mis en jaune ici, pour qu'on s'en rappelle. La partie modèle, c'est quoi? C'est la partie qui va gérer les données. Donc, souvent, ça va être un serveur de base de données. La partie vue, c'est la partie qui se concentre sur l'affichage. Tu ne vas pas frapper un gars avec des lunettes, non? Oui, tu as frappé un gars avec des lunettes. C'est... OK? Donc, elle fait presque aucun calcul, elle fait juste récupérer le contenu des variables, puis elle doit les afficher. Donc, on va parler souvent d'HTML. Donc, souvent, là, on va parler ici, là, mais c'est aussi quelques boucles, les conditions PHP très simples, puis qui vont envoyer le résultat en HTML. Donc, ça, c'est la vue qui va permettre de faire ça. Et finalement, il y a la troisième partie de ce qu'on va faire, nous autres, dans le cadre de notre cours, qui est le contrôleur.
Donc, c'est une partie qui gère la logique du code, qui prend les décisions, va chercher des données, envoie-les, par exemple, à la vue. C'est ce qui va faire l'interaction entre les trois parties. Donc, on prend les décisions. Donc, c'est la partie logique. Donc, c'est en quelque sorte l'intermédiaire entre le modèle et la vue. C'est ce que je venais de vous dire en mes propres mots. Le contrôleur va demander au modèle des données, il va les analyser, il va prendre des décisions, puis il va renvoyer le texte affiché à la vue. Le contrôleur contient exclusivement, exemple, du PHP. Ça peut être aussi, il y a des contrôleurs en JavaScript. C'est notamment lui qui détermine si le visiteur a le droit de voir une page ou non. La partie, par exemple, administrateur, etc. Donc, on vous a mis un petit graphique pour vous montrer, essayer de comprendre un petit peu le modèle vue-contrôleur. Donc, ce motif est utilisé par de nombreux frameworks, donc des environnements de travail. Puis, dans la liste qu'on voit là, on a, j'ai mis en jaune Angular. Donc, parce que dans le cadre du cours, on va toucher à un framework, un environnement de travail qui va être Angular, qui va nous permettre de contrôler un petit peu ce qu'on va aller chercher, puis la vue qu'on va recevoir. Donc, si on regarde dans le petit graphique qui est là, on a un client qui est devant son ordinateur qui fait une demande depuis son navigateur web. Il fait une demande au contrôleur qui est ici. Le contrôleur, lui, avec la logique, probablement ici, j'ai marqué Apache, ça va être le serveur Apache et PHP qu'on va utiliser, va faire, par exemple, une demande, par exemple, au modèle qui, lui, va aller chercher dans la base de données ce qu'il y a de besoin. Exemple, ma base de données MySQL, j'ai mis ça en petit commentaire ici. Puis après ça, il va retourner ça au contrôleur. Le contrôleur, lui, va renvoyer à la vue la logique qui va transformer en HTML et en JavaScript, la vue, elle, va retourner ça au client qui va l'afficher dans son navigateur. Donc, ce n'est pas plus complexe que ça. C'est l'équivalent de 3 niveaux qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on utilise dans la plupart des applications web aujourd'hui. Les frameworks qu'on va utiliser, ça va être un modèle vue-contrôleur qui va être de ce type-là. J'ai mis ici une autre représentation des interactions entre les modèles. J'avais vu un autre petit graphique que je trouvais cool. Dans le cas d'une application web, c'est ce qu'on va faire nous autres dans le cours des applications web. Donc, vous avez le client qui est ici, qui fait une requête HTTP au contrôleur. Je me suis mis un petit commentaire ici dans un petit carré, le back-end. Donc, souvent, dans le monde de l'informatique, on va avoir des gens qui vont se spécialiser dans le back-end, c'est-à-dire le contrôleur, qui vont programmer le contrôleur. Puis ensuite de ça, le contrôleur va utiliser le modèle pour aller chercher les données, obtenir des données ou demander des données. Ensuite, le contrôleur va envoyer le résultat, va faire la logique de tout ça. Il va renvoyer ça à une vue qui, elle, va préparer le front-end pour l'affichage dans le poste du client. Donc, souvent en informatique, il y a des gens qui vont se spécialiser dans la partie contrôleur, c'est-à-dire le back-end. Il y a des gens qui vont se spécialiser dans la partie vue, qui va être le front-end. Dans le cadre de notre cours, on va faire un peu des deux. On va commencer le cours en faisant un peu de back-end pour avoir un serveur sous Apache qu'on va contrôler. Donc, on va faire la partie contrôleur dans la première partie du cours. Puis ensuite de ça, à l'aide d'un framework, on va voir la partie front-end. Donc, ce qui va être affiché sur le poste du client. Donc, on va travailler les deux côtés. On va travailler le back-end. On va travailler le front-end avec un modèle vue-contrôleur comme ça. Ça va nous permettre de comprendre un peu comment fonctionne le monde des applications web. Puis ensuite de ça, vous allez avoir un deuxième cours à votre 5e session qui va poursuivre ce côté-là. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire dans le cours cette année. Donc, je vous ai mis ici back-end, serveur web utilisant PHP, puis front-end, framework, Angular, utilisant du JavaScript. Côté client. Puis j'ai mis les petits logos des différents outils qu'on va utiliser pendant cette session-ci. Donc, je vous remercie d'avoir quand même écouté ce cours-là qui était très théorique, historique, philosophique, puis on arrive à la fin avec ce qu'on va faire pendant la session. Je vous promets que pendant la session, ça va être un peu plus technique. On va apprendre justement comment faire un serveur web, le configurer, faire un peu de PHP, puis ensuite de ça, faire la partie front-end avec Angular, puis avec un peu de JavaScript pour voir comment faire afficher le client quelque chose qui a de l'allure. Donc, c'est le premier cours que j'avais à vous offrir aujourd'hui. Désolé si je vous ai endormi un petit peu. Il faut toujours reculer ou avancer pour voir des petites parties matière que vous avez manquées. Ça sera quand même matière à examen, mais comme je vous disais tout à l'heure, le reste du cours, ça va être plus un cours de programmation, plus un cours où vous allez vraiment travailler avec vos mains pour construire ces différents éléments-là qu'on a vus dans le cours de théorique d'aujourd'hui.
Donc, je vous remercie pour votre attention. Il y a un petit laboratoire à faire cette semaine. Vous avez juste installé, dans le fond, le laboratoire cette semaine, c'est juste de l'installation pour voir si vous allez avoir les outils à la maison pour pouvoir faire le cours en ligne. Donc, vérifiez si vous êtes capable de faire le laboratoire, d'avoir tous les outils en ligne pour la semaine 2, commencer à faire vraiment du code. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne semaine à tous. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.